Emmanuel Valls, bonsoir. Bonsoir. Ancien Premier ministre. La question du soutien à apporter à l'Ukraine embrase le débat politique national aujourd'hui et inquiète au plus haut point les Français. Le président de la République, Emmanuel Macron, a reçu aujourd'hui les chefs de l'opposition, enfin des partis politiques. Hier, il recevait ses prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy. On va écouter juste la réaction de François Hollande à sa sortie de l'Élysée, qui a fait part d'un certain nombre de critiques face à l'attitude et aux mots employés par Emmanuel Macron. Et je vous demande votre position ensuite. On écoute d'abord l'ancien président. Ma position sur les questions militaires, et je l'ai montré quand j'étais président, c'est que moins on en dit, mieux on agit. Ne pas dire ce que l'on fait, mais faire ce que l'on n'a pas dit. C'est ça qui permet d'avoir le plus d'efficacité et de ne rien faire connaître à, en l'occurrence, Vladimir Poutine, de nos intentions. Est-ce que vous partagez ces critiques, Manuel Valls ? Je partage son analyse. Peut-être une critique, mais je partage une critique de ce son que analyse fait Emmanuel Macron. qui est celle de la sagesse et de l'expérience. J'ai toujours pensé que le président Emmanuel Macron, depuis le début, aurait dû, sur ce sujet, peut-être sur d'autres, mais sur ce sujet, davantage consulter François Hollande, qui avait, me semble-t-il, nous en parlions souvent, une bonne analyse de la personnalité de Vladimir Poutine et du fait qu'il utilisait le mensonge et le rapport de force, les deux à la fois, en permanence. Quand Emmanuel Macron dit rien n'est exclu, y compris l'envoi de troupes au sol, quand il dit encore aujourd'hui, face à un ennemi qui ne se met aucune limite, nous ne pouvons pas nous permettre d'en formuler. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite dans le soutien que la France pourrait apporter à l'Ukraine ? Alors là, je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Après, on peut avoir un débat sur la manière dont il l'a exprimé. Mais je crois profondément que notre destin, celui de la France, celui de l'Europe, du monde occidental, de la démocratie, ce destin est lié à celui de l'Ukraine et des Ukrainiens. Donc le message doit être très clair. Nous soutenons, nous soutiendrons, dans un cadre précis qui est celui qui a été déjà défini, notamment par les alliés, par l'Alliance Atlantique, par le président de la République encore ces derniers jours. Oui, mais nous apporterons ce soutien parce que nous ne pouvons pas nous permettre la défaite de l'Ukraine. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la Russie envahit encore plus l'Ukraine, nous interviendrons ? Ça veut dire c'est ça que vous nous dites ? Et je pense que c'est là où il faut serrer les choses. Aujourd'hui, l'urgence, c'est le soutien à l'Ukraine en lui livrant, au-delà du soutien financier, en lui livrant les armes, les munitions, les obus, les missiles de longue portée, des avions, y compris des Mirage longs, les armes qu'il faut produire ou qu'il faut acheter à des pays tiers, une des décisions de la Commission européenne, pour lui permettre de résister. L'armée ukrainienne, l'Ukraine, cette démocratie, ne peuvent pas s'écrouler. Donc l'urgence, elle est là, bien évidemment. Après, le reste, il faut s'en tenir aux mots du président de la République, je parle là de François Hollande, c'est-à-dire la prudence nécessaire, parce que nous ne sommes pas n'importe quel pays. Le général que vous aviez il y a un instant sur le plateau le disait. Nous avons la dissuasion nucléaire. Donc le lien entre la tactique militaire et la dissuasion nucléaire font partie de notre propre stratégie en matière de défense. Il faut le manier avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de prudence. Vous me permettrez de rajouter un mot. Ce qui me paraît très important dans ce moment-là, mais c'était dit également sur votre plateau, c'est à la fois faire en sorte que les alliés, d'abord les Européens, soient unis. Deuxièmement, ce qui n'est pas le cas. Deuxièmement, donc, convaincre les États-Unis, c'est un élément fondamental, du soutien à l'Ukraine. J'étais moi-même, il y a quelques mois, à l'occasion d'une conférence à Kiev, j'étais peut-être venu vous en parler, et tout le monde réfléchissait à un plan B dans l'hypothèse où Donald Trump l'emporte. Et deuxièmement, je crois que c'est très important aussi de garder l'union nationale, de convaincre nos compatriotes, de convaincre les Français du nécessaire soutien à l'Ukraine. Il faut faire attention à tout ce qui divise sur ce sujet, qui est, de mon point de vue, peut-être le sujet le plus essentiel, vital, que nous ayons affronté. Mais tout de même, Manuel Valls, est-ce que vous êtes complètement aligné sur ce que dit Emmanuel Macron quand il appelle ses alliés à ne pas être lâches, à se montrer à la hauteur de l'histoire? Quand Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères, dit « Si l'Ukraine s'effondre, je ne donne pas trop cher de l'Union européenne ». Vous êtes aligné là-dessus? J'essaie sur ces sujets-là de faire preuve, par expérience, de méthode. L'histoire, elle est là, avec sa part tragique. Et puis, le passé, même s'il ne se répète pas, peut nous apprendre aussi. Mon ami Alain Minc se promène aujourd'hui, à juste raison, avec le livre
l'étrange défaite de Marc Bloch. D'autres pourraient parler du livre de Banda sur la trahison des clercs. Il faut faire attention. Les élites, les gouvernements peuvent parfois faire preuve de lâcheté face à ce qui est... C'est un peu vertigineux, non, de parler de guerre. Et les opinions publiques, dans nos pays européens habitués à la paix, ce qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité pendant 70 ans, évidemment, ont du mal à imaginer ça. Donc il y a un très grand travail de pédagogie. Mais il est évident que si on veut unir les alliés, notamment je pense à l'Allemagne, qui a dû opérer en 2 ans un changement stratégique majeur dans sa relation politique, économique, notamment en matière d'énergie, avec la Russie. C'est un changement. Le fait que l'Allemagne a décidé d'augmenter massivement son budget de la défense, c'est évidemment un changement. Donc on ne peut pas les traiter de lâches. Je crois qu'il faut faire attention. Si nous voulons unir les alliés, l'Allemagne notamment pour des raisons évidentes, et notamment de soutien financier à l'Ukraine, chaque mot compte. Monsieur le Premier ministre, il y a aussi les Français. On voit que les propos d'Emmanuel Macron ont semé le trouble. Les Français s'interrogent, posent la question. Et en fait, il y a 2 possibilités. On entend les débats dans la société. Soit Emmanuel Macron a raison avant tout le monde, auquel cas il faut se préparer. Et manifestement, on n'est pas totalement prêt à envoyer des troupes au sol et donc à une confrontation, à retrouver le tragique de l'histoire que vous évoquiez. Soit Emmanuel Macron dramatise un peu, montre un peu les muscles pour faire de la géopolitique et montrer qu'on ne veut pas se laisser faire par les mots. Et auquel cas, il n'y a pas de raison de s'inquiéter particulièrement. Et on voit que ce débat tiraille la société et les Français ne savent pas très bien quoi penser. Vous, quelle est votre appréciation par rapport à ça ? Ça veut dire que le président de la République, qui exerce dans notre pays, c'est la Constitution qui lui donne ses pouvoirs, c'est le général de Gaulle qui l'a voulu ainsi, qui exerce donc sur ces questions de défense, de diplomatie, de stratégie, notamment à travers la dissuasion nucléaire, doit se concentrer ces jours-ci, ces semaines-ci, ces mois-ci, sur ce sujet-là. À la fois parce qu'il faut définir les stratégies, il faut mobiliser les alliés, mais parce qu'il faut aussi expliquer aux Français. Donc, les Français sont d'abord ils sont très inquiets. Parce que quand on leur explique, ont 1000 problèmes, ont des problèmes de pouvoir d'achat, réfléchissent à l'avenir de nos enfants, sont préoccupés par les questions de sécurité, d'immigration, etc. Et en plus, il y a cette guerre. Je pourrais rajouter évidemment le risque terroriste lié à l'islamisme. Donc, il faut leur parler. Nous sommes un peuple adulte, intelligent. Mais il faut leur dire clairement les choses. Soutiennent l'Ukraine. Il y a la guerre, il n'y a pas la guerre. Oui. On va devoir peut-être envoyer des hommes ou peut-être pas. Enfin, je pense c'est un peu les questions il y a 1000 manières de le faire. D'ailleurs, ça sert à rien d'en parler trop. Nous l'avons fait par le passé. Il y a 1000 manières d'aider, même sur le plan humain. Envoyer des troupes aujourd'hui, des soldats, non, ça n'est pas à l'ordre du jour. En revanche, mobiliser notre industrie de défense, produire. Je m'étonne qu'on soit encore à cette question. Produire, ça va être le cas de la poudre, des munitions, des obus, des armes, pour nous-mêmes, mais aussi pour les Ukrainiens. Nous mobiliser avec les autres pays européens, tous les pays européens, la Pologne, l'Italie, la Grèce, l'Allemagne, les pays baltes, évidemment, nous augmentons le budget. Ça veut dire qu'il faut parler vrai aux Français aussi. Nous sommes confrontés à des problèmes budgétaires, financiers majeurs, parce que la croissance ralentit et les recettes fiscales ne rentrent pas. Et pourtant, le budget de la défense doit continuer à augmenter. Moi, j'en suis convaincu. Se pose des questions d'un 2e porte-avions militaire, du nombre de chars, du nombre d'avions. Il faut produire les fameux canons César que nous avons livrés aussi aux Ukrainiens. Donc, il faut une mobilisation. Il faut penser aussi à la question du service civil, du service militaire, de la mobilisation. Nous avons changé d'époque. Nous sommes dans un moment particulier. Mobilisation nationale. Ça veut dire que nous avons changé d'époque, pas uniquement par rapport aux prochains mois, mais parce qu'y compris la Russie nous mène aussi une guerre hybride, nous déstabilise en Europe au moment des processus électoraux, en Afrique, bien évidemment en attaquant nos intérêts stratégiques. Donc c'est pas une affaire de quelques semaines, c'est une affaire de long cours. Une question de Jean-Sébastien Ferjou.
Oui, Monsieur le Premier ministre, vous avez insisté sur l'utilité de garder l'unité des Français, justement, face à cette nouvelle période dans laquelle nous vivons, sur la nécessité de faire de la pédagogie pour qu'on comprenne justement tous ces enjeux stratégiques. De ce point de vue-là, est-ce que vous diriez qu'il est utile de rappeler ce que, par exemple, le Rassemblement national ou la France insoumise ont pu avoir comme attitude vis-à-vis de la Russie dans le passé, ou que ça peut être dangereux en finalement aggravant les divisions d'une société française qui est déjà très divisée? Bon, c'est le débat politique. Oui, mais c'est ce qu'on voit avec le président de la République. Chacun peut être dans son rôle. Je ne pense pas que c'est le président de la République, si je peux me permettre ce conseil gratuit en passant de le faire, parce que précisément, lui est en charge de l'essentiel, c'est-à-dire de l'unité du pays. Chacun connaît les positions du Rassemblement national ou de Marine Le Pen il y a quelques années. Mais ils n'étaient pas les seuls. Il y a dans les élites françaises, il y a eu toujours une espèce de goût pour la Russie. De fascination. Une fascination pour Vladimir Poutine. Votre consoeur Sylvie Kaufmann du Monde aujourd'hui rappelle qu'il y avait un formidable papier d'un grand intellectuel, Pierre Asner, en 2007, dans la revue Commentaire, qui décrivait déjà ce qu'était Poutine. Donc il y a des gens qui savaient quand même que Poutine n'était pas celui que l'on pensait et que tout n'est pas de la responsabilité de l'Occident, comme c'est dit souvent, pour expliquer ce qui est en train de se passer. Mais dire du Rassemblement national que c'est le parti de Poutine aujourd'hui, c'est à des fins politiciennes, on est bien d'accord? Mais chacun fait de la politique. J'ai vu que le pauvre député Chenu s'est trompé et a cru que c'était François Hollande ou Emmanuel Macron qui avait livré des Mistral, alors que c'est le président de la République, François Hollande, qui avait arrêté précisément en 2015, le Premier ministre, la livraison de ces Mistral. Ça fait partie du débat de la politique. Moi, je pense qu'on peut interroger dans un débat de bonne tenue chacune des formations politiques sur leur vision de demain. Sur la relation avec la Russie, sur la question du soutien à l'Ukraine, sur l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne ou dans l'Alliance Atlantique. Oui, à terme, de toute façon, je pense que c'est nécessaire et je le souhaite. Mais d'autres, et des gens respectables, pensent qu'il ne faut pas faire comme ça ou s'interrogent même sur la question d'élargissement de l'Europe. Ce sont des débats de qualité. Il paraît qu'il y a des élections européennes. Donc ayons un débat de qualité. Et puis par ailleurs, mais c'est en passant, je ne pense pas que le débat politique puisse se réduire à un affrontement entre le Rassemblement national et Emmanuel Macron. C'est pas bon pour la démocratie, c'est pas bon pour la qualité du débat politique. Donc il faut faire attention, parce que ça peut se retourner aussi contre ceux qui veulent ce type de débat. Manuel Valls, vous êtes l'invité d'Europe 1 et de CNews. J'aimerais qu'on évoque la situation en Israël. Benjamin Netanyahou, aujourd'hui, a maintenu le fait que Tsahal mènerait des opérations sur Rafah, la ville qui concentre aujourd'hui la plus grande majorité de réfugiés palestiniens. Il dit qu'il faut poursuivre les opérations contre le Hamas dans toute la bande de Gaza, y compris à Rafah, qui est le dernier bastion du Hamas. Vous comprenez cette attitude? Oui, je comprends l'idée stratégique qui, à un moment ou l'autre, conformément à ce qui a toujours été dit, pas seulement par Benjamin Netanyahou, mais par le gouvernement d'unité nationale, enfin par le cabinet militaire et par les responsables militaires israéliens, qu'il faut en finir avec l'appareil militaire et terroriste du Hamas. Cela se fait dans des conditions extrêmement difficiles depuis 5 mois. Une population civile palestinienne prise en otage par le Hamas, qui souffre évidemment en premier chef de cette guerre. Oui, donc... Et moi, je pense que notre intérêt stratégique aussi, là, c'est de soutenir Israël. Et je ne vous cache pas, on parlait de lâcheté tout à l'heure, que moi, je sens une forme de lâcheté dans les chancelleries occidentales depuis quelques semaines, y compris dans les mots de notre propre diplomatie et du ministre des Affaires étrangères français. C'est-à-dire, on somme Israël... légitime défense dans cette affaire, au fond, de ne pas aller jusqu'au bout de ses buts, alors qu'Israël est dans une situation vitale, considère que son existence est menacée par des organisations islamistes et terroristes. On accuse Israël d'affamer sa population, d'empoisonner les puits, de mener un véritable génocide. Même sur l'attaque du convoi, enfin, le drame qu'il y a eu il y a quelques jours à propos de ce convoi humanitaire, ce sont les propres Israéliens qui mènent une enquête sur ce qui s'est passé. Mais certains, y compris le président de la République, dans un tweet nocturne, je parle d'Emmanuel Macron, a accusé Israël de toutes ses responsabilités là-dessus. On a perdu, je pense, le sens de ce qui est en train de se passer, et je n'entends personne dire
aux pays notamment parrains du Hamas, il y en a quelques-uns, dire mais arrêtez, livrez tous les otages, dont on ne connaît pas le sort, déposez les armes. Et la guerre, elle s'arrêtera pour les Israéliens, mais aussi pour les populations civiles palestiniennes. Donc moi, je suis évidemment effaré par rapport aux drames humains, mais je ne supporte pas une forme de lâcheté, de cynisme, y compris de la diplomatie de mon pays, vis-à-vis d'un pays, Israël, ami, qui mène un combat très difficile et qui est face à toutes les critiques de la planète. J'ai une dernière question, Manuel Valls, concernant Marseille. On a entendu des magistrats cette semaine au Sénat dénoncer un état de fait, une guerre perdue contre les narcotrafiquants, une narcoville, pour parler de Marseille. Est-ce que nous assistons là à l'échec d'une politique menée depuis des années? Est-ce que vous prenez votre part de responsabilité en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur? Oui, et ancien Premier ministre? Sans doute, même si ces 10 dernières années, cette question du trafic de drogue a explosé. C'est un problème au niveau mondial, méditerranéen. L'Espagne et l'Italie sont confrontés en première ligne au passage de la drogue. Ça veut dire qu'il faut incontestablement changer d'échelle, parce que tout le trafic de drogue est au cœur de l'explication de la montée de la violence et de la délinquance partout, dans nos villes, dans nos quartiers, mais aussi dans les villes moyennes. Vous en parlez souvent ici. Et donc, le centre, l'épicentre, en tout cas l'un des centres épicentres, c'est évidemment Marseille. C'est-à-dire que toute la stratégie en matière urbaine, de politique sociale, mais évidemment de police et de justice, doit changer. Mais comment ? Quelle est la solution? Il faut J'entendais, je crois que vous parliez je vais souvent en Amérique latine, je regarde beaucoup ce qui s'est passé. Vous parlez du Mexique, je crois, il y a quelques minutes sur ce plateau. Ils ont voulu une guerre totale aux narcotrafiquants. Résultat, narcotrafic, dans des conditions évidemment très différentes, gère pratiquement des États. La corruption s'est étalée partout, parce que la drogue, évidemment, est captée par le marché, entre guillemets, américain. Donc je crois qu'il faut une réflexion européenne, parce que c'est à ce niveau-là, c'est une bataille mondiale. On est face à des organisations de trafiquants qui sont de véritables États et qui mènent une stratégie vers les pays riches, là où il y a les consommateurs. Au fond, ici, nous, les policiers et les magistrats, et d'abord les habitants, gèrent les conséquences de cela dans des conditions tout à fait épouvantables. C'est-à-dire qu'il faut un changement stratégique. Ouais. Merci Manuel Valls d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci Jean-Sébastien Ferjoulet de Ragnel.